Entre les années 1972 et 1983, plus de 900 consoles de salon plus ou moins différentes sont sorties sur le marché. Histoire de faire la comparaison, entre les années 1983 et 2020, il n'y en a eu que 75, ce qui nous fait plus de 10 fois plus de consoles dans les 13 premières années que pendant les 37 années suivantes. Alors pourquoi une aussi grande différence de nombre entre les premières générations de consoles et les suivantes? Une des principales raisons va marquer la fin de la production des consoles de deuxième génération. À l'heure où sort cette vidéo, parce que ouais on sait jamais de quoi fait le futur, le nombre d'entreprises se partageant le marché des consoles de salon se compte sur les doigts de la main, alors qu'il était de 18 du temps des premières générations de consoles. Et pourtant le nombre de joueurs lui n'a cessé d'augmenter. Et c'est une des principales causes et conséquences de ce crack, mais voyons ça plus en détail. Cause numéro 1, beaucoup trop d'offres pour trop peu de demandes. En effet, à cette époque, tout le monde voulait commercialiser sa propre console. Schneider, Brandt, Seb, même l'Union soviétique a fini par sortir la sienne. L'engouement était présent, mais genre bien présent. Finalement, avec cette surproduction générale, les revendeurs vont se retrouver avec des consoles de jeux et des jeux qui n'arrivent même plus à vendre, ce qui amènera à des ventes au rabais et des pertes financières colossales pour constructeurs et distributeurs. Le principal fautif dans l'histoire, Atari, qui a produit beaucoup trop de jeux. Vous avez peut-être en mémoire ces images où des milliers de cartouches d'Atari sont retrouvées et déterrées en 2014. Une autre raison de cette crise, c'est la surmultiplication des copies. Pong a été un succès immédiat, ça c'est indéniable. Mais le manque de renouvellement pendant des années a généré une certaine forme de lassitude auprès des joueurs. Ça n'est pas pour rien que les ventes de certaines consoles de deuxième génération étaient impressionnantes. Les 30 millions de ventes de l'Atari 2600, c'est quand même autre chose que les quelques 10 000 ventes des meilleures consoles de première génération. Les conséquences directes ou indirectes de cette crise sont assez nombreuses. La première conséquence de cette crise, c'est le dépôt de bilan et l'abandon de beaucoup de constructeurs dans le monde. Là où jusqu'en 1983 de nombreux constructeurs voulaient se lancer dans l'aventure, elles seront désormais de plus en plus frileuses à l'idée de continuer. En même temps, il y en a beaucoup qui peuvent plus. Ce qui amènera par la suite à des consoles et à des jeux de plus en plus élaborés, avec de vraies équipes de développement et la création de nombreux postes clés que l'on connaît toujours dans les studios de jeux vidéo aujourd'hui. Une autre conséquence est la mise en place de règles juridiques quant à la création et à la distribution de jeux et consoles de jeux. Plus de brevets, plus de recherche, plus de contrôle qualité, bref, ça ressemble de plus en plus à n'importe quel autre type d'industrie. Sans cette crise, le monde du jeu vidéo que l'on connaît aujourd'hui serait sans doute très différent. Cette crise, en plus d'avoir fait le ménage, a permis de créer une demande plus exigeante et des offres plus adaptées aux envies des joueurs. Sans le crack de 1983, le développement des jeux vidéo aurait pu prendre une toute autre tournure. Qui sait, on serait peut-être encore en train de jouer à un remake de Pong sur une énième réédition d'un vidéopack ou d'une Vectrex. Ou bien le développement des bornes d'arcade aurait pu progresser dans le monde. On sait pas. Mais bon, la fin de cette crise marquera l'apparition des consoles de 3ème génération à partir de 1983.